Smart Bourse vous est présenté par MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, tous les jours à la mi-journée, 12h30, 13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine intense qui démarre en matière de publication d'entreprises puisque plus de 10% des sociétés du S&P 500 aux États-Unis et plus de 10% des sociétés du Stock 600 en Europe publieront leurs résultats et ou leurs chiffres d'affaires du troisième trimestre au cours de cette semaine. Une semaine donc intense sur le plan des publications d'entreprises qui démarre avec un gros bug de marché chez Euronext puisque les cotations sur les plateformes boursières opérées par Euronext sont interrompues depuis ce matin autour de 9h45, 10h. Les cotations vont reprendre. Euronext est en train de communiquer à ce sujet. Notamment les indices cash vont recommencer à côté d'ici un quart d'heure. 12h45, c'est l'heure officielle qui est affichée par Euronext. On en parlera évidemment avec Romain Dobré qui va nous accompagner, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, le bug d'Euronext qui a gelé toutes les cotations, valeurs et indices pendant près de 2-3 heures. Nicolas Pagnès sera avec nous évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct. On a plutôt bien démarré la journée et on espère que le trend restera positif sur la séance en cours. C'est du vert notamment sur l'Eurostock 50 par exemple. Au moment où on se parle, on voit le DAX à Francfort qui cote toujours bien sûr, qui se maintient à l'équilibre en attendant la réouverture donc des autres indices européens opérés par Euronext et notamment le CAC 40 à Paris. Le chiffre macro du jour, c'est la croissance chinoise du troisième trimestre, plus 4,9% sur le trimestre écoulé par rapport au trimestre de l'année précédente. C'est un petit peu inférieur aux attentes des économistes, mais ça reste un chiffre en accélération. On le voit notamment à travers les indicateurs du mois de septembre qui ont également été publiés, que ce soit la production industrielle ou les ventes au détail. Là aussi, on voit une réaccélération, une poursuite de la réaccélération de l'économie chinoise qui sera la seule grande économie mondiale à rester en croissance au cours de cette année 2020. Et puis le plan de trading de Bourse Direct, je vous le disais, comme chaque lundi, Romain Dobré sera avec nous dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Une séance boursière en Europe qui avait bien démarré ce matin jusqu'au bug des plateformes d'Euronext qui sera résolu d'ici quelques minutes. Je vous le disais, la reprise des cotations pour le CAC 40 cash notamment est prévue à 12h45. En attendant, les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Si le CAC 40 a ouvert en hausse ce matin, les transactions ont ensuite été interrompues un peu avant 10h à cause d'un problème technique chez Euronext. Il n'en reste pas moins que les investisseurs étaient pleins d'espoir pour ce début de semaine, notamment portés par les espoirs de soutien à l'économie de part et d'autre de l'Atlantique. Mais focus tout d'abord sur la Chine qui voit ses ventes au détail progresser de 3,3% sur un an en septembre, soit 2 fois plus que le chiffre attendu par le consensus. La production industrielle de son côté dépasse elle aussi les attentes sur un an en septembre avec une croissance de près de 7%. Le PIB, en revanche, déçoit les analystes malgré une hausse de 4,9%, légèrement en dessous du consensus. Dans ce contexte, les marchés chinois finissaient en ordre dispersé dans la matinée. Aux États-Unis, à présent, l'espoir d'un accord sur un plan de relance budgétaire revient sur le devant de la scène. Donald Trump avait annoncé vendredi qu'il était prêt à relever le montant des aides au-delà des 1800 milliards de dollars proposés la semaine dernière. Un pas vers les démocrates auquel Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a répondu en se déclarant optimiste vis-à-vis d'un vote du plan de relance avant le 3 novembre prochain. En Europe, les espoirs de soutien sont tournés vers la BCE après l'interview de Christine Lagarde donnée au Monde. Celle-ci a en effet déclaré que la Banque centrale européenne n'a pas encore épuisé toutes ses possibilités d'aide et de soutien à l'économie et que la BCE fera plus s'il le faut. Une annonce qui tend à rassurer les investisseurs dans un contexte toujours tendu de la propagation de l'épidémie avec près de 40 millions de personnes contaminées à travers le monde à présent. À Paris, Danone publie un chiffre d'affaires en baisse de 9,3%
1% au troisième trimestre, a ramené cependant à moins 2,5% seulement en données comparables. Le groupe en a profité pour présenter un plan d'adaptation à la crise sanitaire qui doit lui permettre de renouer avec une croissance organique de ses ventes. Dans le détail, la réorganisation de son comité exécutif et une revue stratégique de son portefeuille d'actifs doivent permettre à Danone d'atteindre une croissance entre 3 et 5% à moyen terme. Danone qui indique d'ailleurs que son volume d'affaires a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre. Getlink renonce de son côté à son objectif annuel d'EBITDA pour la deuxième fois cette année. L'opérateur du tunnel sous la Manche accuse un repli de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause des conséquences donc de la pandémie de coronavirus. Korian, de son côté, fait état d'une croissance organique de 1% au troisième trimestre, une progression due en partie à la remontée du taux d'occupation moyen de ses établissements. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite a réalisé un chiffre d'affaires de 961,1 millions d'euros au troisième trimestre et confirme ses objectifs pour 2020 mais aussi pour 2022, soit un chiffre d'affaires en croissance de 5% pour 2020 puis le dépassement du seuil de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2022. Et on regarde ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui se négocie à la mi-journée juste en dessous des 1,1750 $ pour 1 euro. L'once d'or repasse de son côté juste au-dessus des $1 900, tandis que le pétrole de Brent se négocie aux alentours des 42,80 $ le baril. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct, une séance boursière qui a bien commencé en Europe ce matin jusqu'au bug des plateformes opérées par Euronext en Europe, un bug qui doit être résolu dans les prochaines minutes maintenant. Le plan de trading avec Bourse Direct chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Évidemment, c'est ce qui n'était pas dans l'agenda, le bug d'Euronext. Ça arrive une fois de temps en temps. Bon, un bug qui a quand même gelé toutes les places boursières opérées par Euronext, tous les instruments traités sur les plateformes d'Euronext pendant près de 3 heures. C'est un bug qui est en cours de résolution, mais c'est un bug qui a quand même impacté toute la matinée de bourse, Romain. Tout à fait, ouais, ça a commencé à 9h48. Et puis ça s'est dégradé doucement. Le futur a continué à coter un petit peu. Alors pour des raisons techniques, le futur s'arrête, même s'il pourrait rester ouvert. Il s'arrête quand 75% des valeurs de l'indice ne cotent plus. Et c'est assez logique. Et donc ça a suspendu effectivement les cotations sur les actions, sur les marchés dérivés, évidemment, options et futurs aussi, dans la foulée. C'est en pré-ouverture pour l'instant. Le marché, apparemment, le message de Euronext, c'est 12h45, réouverture des cotations. Donc les marchés vont réouvrir progressivement. Après, il y a différents produits qui vont peut-être mettre un tout petit peu plus de temps à se réouvrir pour des questions d'équilibrage de position. Mais c'est en cours de résolution, manifestement. Bon, on verra dans 10 minutes, on aura peut-être la reprise des cotations effectivement sur le CAC. Enfin, ce type d'événement, c'est perturbant un peu, beaucoup. Ça gêne évidemment le trading au quotidien, mais au-delà de ça, ça laisse assez peu de traces pour les indices et pour la dynamique de marché. C'est pas un game changer, Romain. Non, maintenant ça l'est plus. Ça l'est plus. Ça a pu l'être à l'époque où il y avait effectivement des décalages importants qui pouvaient se créer, un gel qui n'était pas assez rapide et des réouvertures qui se faisaient avec des écarts importants. Ouais. Là, il n'y a pas de raison que ce soit vraiment le cas. Le marché restait à stagner assez. D'ailleurs, on va reprendre notre séance tranquillement, qui avait plutôt bien commencé. Qui avait bien commencé, qui a commencé à accélérer assez fort à la hausse, puisqu'on a franchi nos niveaux techniques, toujours sur l'indice parisien. On a réussi à s'installer en fin de semaine au-dessus de la médiane de notre fameux trading range, qui est 1937 points. C'est un peu le même schéma pour les indices américains qui ont rebondi vendredi dernier sur des supports de court terme et des niveaux d'alerte de court terme importants. Le mouvement a accéléré. Ça se confirme ce matin, l'ouverture, c'est plutôt pas mal. On a vu qu'il y avait des volumes intéressants et quelques signes d'intérêt en cette fin de semaine dernière et en ce début de semaine aussi, puisque ça confirme sur pas mal de secteurs. Et puis du volume, 3,8 milliards vendredi. Alors, c'était un jour d'échéance des marchés dérivés, mais quand même du volume. Et puis 19 000 contrats futurs créés sur le futur CAC 40. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la position ouverte sur le contrat à terme augmenter. Elle stagnait, voire elle augmentait dans des mouvements de baisse, mais dans une journée de hausse de plus de 2%, une augmentation de 20 000 contrats, c'est qu'il y a eu un peu d'intérêt, mais ce n'est pas uniquement technique. Ouais. Et il se passe quelque chose. Alors, on est monté, on l'a dit, avec du stress. On est monté avec une volatilité
qui augmente toujours, qui était toujours en hausse un peu ce matin. Donc c'est signe quand même de marché un peu nerveux. On n'est pas dans un environnement tout rose, on le sait, on l'appréhende comme ça. Mais c'est une hausse pessimiste, c'est ça? Enfin, si on est dans l'oxymore. C'est exactement ça. C'est peut-être une hausse avec un espoir de choses qui aillent mieux, avec toujours cette manque d'alternatives au marché action, avec des recoveries possibles et avec un marché qui se montre et des investisseurs qui se montrent quand même extrêmement prudents. Donc on termine la semaine et on la commence un peu dans le meilleur cas de figure possible. Et puis on entame une semaine qui est quand même assez riche, assez chargée, mais avec des éléments intéressants sur les indices américains, vraiment des niveaux techniques bien respectés. Sur notre indice, peut-être une figure de retournement qui s'est mise en place et qui a accéléré assez vivement, qui a permis une accélération assez vive ce matin. On a franchi une petite zone technique, pour moi c'est 4950, 4962. J'insiste sur le 4962 parce que ça va être une charnière de la semaine. C'était 4955 la semaine dernière. Dans notre rebond de vendredi, on est monté à 4954,5. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? C'est le bas d'une grande oblique qui est la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle le futur CAC 40 a évolué de 2009 à 2020. Donc c'est vraiment une ligne de très long terme. Elle a été rompue. On a essayé de s'y attaquer. On n'y arrive pas. On y revient enfin pour la première fois depuis un mois et demi ou deux. Et donc on voit que c'est un niveau pivot, un niveau clé. Donc selon qu'on s'installe au-dessus ou en dessous, ce sera vraiment signe d'intérêt ou moins du marché. Et c'est important à cette nouvelle tentative-là de réussir à s'en affranchir. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui vaut pour le CAC 40 vaut pour beaucoup d'indices et beaucoup d'actifs aujourd'hui. Beaucoup de ces indices ou actifs se sont venus se reposer sur des niveaux clés, comme si on remettait un peu les compteurs à zéro. C'est ça, Romain? Tout à fait. Alors, la réintégration de ces canaux-là, pour les indices américains, c'est fait depuis 3 ou 4 mois déjà. Eux, ils sont bien en avance. Ils travaillent sur d'autres niveaux charnières, d'autres niveaux techniques, mais avec des figures de retournement haussière qu'on a vu se mettre en place la semaine dernière, déjà il y a 10 jours, avant la semaine dernière. On avait donné des niveaux d'alerte, ils sont allés accélérer un peu au-dessus et se réappuyer sur ces niveaux d'alerte-là. Donc c'est un marché qui avance toujours en dents de scie. C'est un peu ce à quoi on va avoir droit pendant les semaines à venir. Mais il avance globalement. En tout cas, il tient à Paris, même s'il n'est pas très, très fort et qu'on reste toujours dans ces grands trading range. Et il se trouve que la figure de retournement haussière nous donne la borne haute du trading range. Donc je vous le rappelle, en bas, 4754 points pour moi sur le futur CAC 40. Et en haut, c'est 5111. Pour l'instant, et d'après ce qu'on a pu en voir en préouverture lundi, avec toute la semaine qui se prépare, il y a plutôt des intérêts acheteurs tant qu'on est au-dessus de cette zone, donc avec une alerte courte qui serait au-dessus de 4910. Donc 4950, 962, vraiment important, charnière pour valider cette figure de court terme. Se réinstaller au-dessus, ce serait bien. Et puis 4910, on invalide un peu le mouvement carrément de vendredi, c'est pas terrible. Dans les événements qui marqueront la semaine, essentiellement des publications d'entreprises. Romain, il y aura quelques éléments macro, mais il n'y a pas de grandes statistiques, si ce n'est peut-être les enquêtes de conjoncture, PMI notamment, qui seront publiées en fin de semaine, ce vendredi. Mais en attendant, on a une première semaine de déluge de résultats aux États-Unis et en Europe. Les 2 autres prochaines semaines seront encore très chargées. Oui, ça accélère, ça augmente un peu. Alors, le premier élément, enfin l'autre élément macroéconomique qu'on pourra regarder un peu, c'est l'immobilier aux États-Unis, oui. Puisque mardi, les constructions et jeudi, mise en chantier, mardi et jeudi, les ventes de logements existants. Et effectivement, ce qui va être au cœur de l'attention, et on l'a vu vendredi dernier, les publications de LVMH, ça a animé vraiment le marché. Publication moins pire qu'attendue, et enfin une bonne résistance, et donc, mais, même en baisse, mais une bonne résistance, et le marché a payé largement, puisque LVMH a pris plus de 7% et entraîné le reste de la cote. Et marque un plus haut historique aujourd'hui, enfin marqué un plus haut historique ce matin à l'ouverture LVMH. Tout à fait. Ce qui montre quand même que l'appétit pour une rotation sectorielle est encore très limité à ce stade, c'est ce qu'on peut dire, Romain? C'est manifestement ça, c'est le cas. On essaie de voir des changements, à part le secteur automobile qui se maintient un peu plus comme un secteur fort depuis maintenant plusieurs semaines, même si c'est mollement. D'ailleurs, Renault, je crois, baissait tout à l'heure, donc ce matin. Donc, on voit que c'est un peu en dents de scie. Renault qui va publier vendredi prochain, d'ailleurs. Donc, on va en savoir plus de ce côté-là. Mais voilà, on voit pas de rotation sectorielle dans l'immédiat. Les secteurs où on va en savoir plus, ça va être mardi, Netflix aux États-Unis, Tesla et Verizon mercredi. Et puis jeudi, ce sera Intel. Les GAFAM, ce sera plutôt la semaine prochaine pour les États-Unis. En revanche, en France, le vrai début de la saison, c'est jeudi, puisque là, il y aura toujours le luxe, L'Oréal Kering, Schneider Electric, et puis du côté des technologiques, ce sera Atos et STM qui vont publier aussi. Donc voilà, ça devrait animer les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des investisseurs sur les publications. Le fait que les bancaires ont publié extrêmement bien aux États-Unis la semaine dernière et le secteur a stagné. Le luxe publie moins pire qu'attendu, mais en retrait, et ça paye. Donc
manifestement pas de rotation, toujours du stress. On peut avoir des surprises quand même, mais voilà, on va observer c'est vraiment, ça va permettre de faire le tri et de savoir un peu plus sur les perspectives. On voit que les investisseurs sont là, ils sont présents, ils ont envie d'intervenir, mais ils ne le font pas à n'importe quel prix. Ouais, effectivement, avec quelques quand même valeurs importantes. Alors pour l'ambiance de marché, au-delà des fondamentaux, on n'a pas trop de doutes sur, par exemple, les résultats de Netflix qui vont sans doute être bons. C'est un des grands gagnants de la pandémie. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin par rapport à ça. Mais Tesla, Netflix, ce sont quand même des valeurs qui peuvent avoir un impact sur la psychologie des investisseurs, sur l'appétit pour ces valeurs technologiques. Alors, ce ne sont pas en plus des GAFAM encore à ce stade, mais ce sont des valeurs qui ont beaucoup d'impact sur la cote américaine quand elle décale, hein, Romain. Énormément, leur pondération devient de plus en plus importante. Psychologiquement, effectivement, c'est très important aussi. Et il y a le fait que les choses sont un peu concentrées sur ces valeurs-là aujourd'hui, en tout cas pour les nouveaux investisseurs. Et on sait que ça, c'est en revanche un des petits éléments de risque qu'on garde aussi dans un coin de l'esprit, en dehors du contexte évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation sur ces valeurs-là aujourd'hui, avec des contre-pieds, avec des risques. On sait que du côté des marchés dérivés, la position ouverte sur les options sur actions n'a pas beaucoup diminué. On se souvient du trou d'air de début septembre sur le Nasdaq. Donc effectivement, des éléments de risque aussi de ce côté-là, mais des éléments d'intérêt possibles et un marché qui pour l'instant paye tous les replis. On le voit notamment sur ces secteurs ou ces valeurs. Donc il y a de l'intérêt, encore une fois, prudence. Il faut rester agile dans un marché qui est assez nerveux, mais très technique, donc qui permet d'avoir des niveaux de retournement assez précis et qu'on arrive bien à identifier en ce moment. Bon, 12h45, on est en direct sur Bismart. Je vois le CAC 40 qui bouge enfin à nouveau après 3 heures d'interruption de cotation sur les places boursières opérées par Euronext. Bon, moi j'ai un 4964 points là sur le CAC 40 cash qui progresse de 0,57% là au moment où on se parle en direct, Romain. Comme vous le disiez, effectivement, ce bug technique ne casse pas la tendance qu'on avait à l'ouverture, a priori. Non, manifestement non. On remarque quand même qu'il y a eu un petit repli assez rapide. C'est-à-dire qu'on a accéléré, mais c'est un peu ce dont on parlait dans l'organisation d'une journée de bourse. 9h, 9h30, c'est un peu la recherche de liquidité. Ça part un peu dans tous les sens. Le sens, il était quand même clairement haussier, puisqu'on est monté jusqu'à 4992 points sur le futur CAC 40, donc juste en dessous du seuil psychologique des 5000 points. C'est évidemment un seuil psychologique, puis c'est un niveau qui est devenu technique, vraiment précisément. Donc oui, il y a de l'animation autour de ça. On voyait que pas mal de valeurs commençaient à progresser. Des valeurs comme Pernod Ricard qui va publier en fin de semaine aussi, qui accélérait pas mal. Le luxe qui se reprenait bien. Après un petit repli en fin de semaine pour des valeurs comme Hermès, par exemple, qui avait pris plus de 6% en séance et qui n'a terminé qu'en hausse de 2,20. Donc beaucoup d'allers-retours. Il faut vraiment penser à prendre de recul sur ce marché, avoir une photographie un petit peu plus large, voir des figures de retournement qui se mettent en place de façon lente, mais avec beaucoup de volatilité à l'intérieur et un marché qui est susceptible de bouger sur pas mal d'annonces, de news, on le voit, mais qui est plutôt un petit peu mieux et qui fait dans ce contexte-là le mieux possible. Oui, c'est ça, pour résister face à quelques éléments de déception. On va parler dans un instant de la relance budgétaire aux États-Unis, la perspective de l'élection, effectivement. Tout ça sont quand même des vents contraires, en tout cas des points de focalisation importants pour les investisseurs qui résistent plutôt bien au stress actuel. Le CAC 40 cash est reparti, les cotations sont en train de reprendre sur les marchés opérés par Euronext en Europe avec un cash à Paris qui cote en hausse de 0,54% actuellement, 4962 points. L'actualité américaine dans Smart Bourse chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Grégoire. L'actualité de ce début de semaine, c'est cet espoir d'une relance budgétaire toujours aux États-Unis, alors qui est entretenu par les dernières prises de position des différentes parties prenantes, on va dire, et notamment le camp démocrate emmené par Nancy Pelosi, speaker de la Chambre des représentants, qui se fixe 48 heures de discussion supplémentaire. C'est ce qu'il faut comprendre, Thomas ? Voilà, tout à fait. Il y a une deadline d'ici demain soir pour un deal. Alors ce deal, c'est un peu l'arlésienne. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Le problème est que les républicains, notamment les sénateurs républicains, ne sont pas prêts à accepter 2000 milliards de dollars de nouvelle aide avant les élections. Donc les choses sont assez simples. Je pense que voilà, c'est un peu de la rhétorique politicienne, à mon avis, avant les élections. C'est assez peu probable que ça passe, même si
après les élections, je pense toujours qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour alors un plan d'aide un peu plus ciblé, moins important que les 2000 milliards. Mais voilà, dans cette période du lame duck session, puisque c'est l'ancien congrès qui est toujours en place jusqu'au mois de janvier, et je pense qu'il y a quand même, on peut trouver un compromis, notamment injecter plus d'argent pour ce qui est des aides aux entreprises et aussi des allocations chômage. Oui, c'est ça. Donc l'idée serait de faire le pont en attendant un grand plan de relance budgétaire qui serait mis en place par le nouveau locataire de la Maison-Blanche et un nouveau Congrès et peut-être un nouveau Sénat, ce qui interviendrait dans ce schéma-là, Thomas, un peu plus tard, en début d'année prochaine. Voilà, tout à fait. Je pense qu'après les élections, forcément, la rhétorique va un peu se calmer. On va un peu revenir tous au travail. Il y a une situation aux États-Unis qui est que les revenus des ménages sont en forte baisse puisque les allocations chômage ont pris fin cet été. On a notamment des aides pour les entreprises qui sont aussi qui se sont vidées. Donc bref, il y a quand même un besoin là de mettre plus d'argent sur le paquet, comme vous le dites. Il peut y avoir un peu un programme pont où, en attendant la nouvelle session du Congrès, qui peut mettre un peu de temps à se mettre en place, que c'est au mois de janvier, le temps que le président arrive, etc., ce sera plutôt du janvier-février. Donc en attendant ce janvier-février, que le Congrès remette la main au pot, entre guillemets, en novembre-décembre. Ouais. Bon. La dynamique de l'opinion reste visiblement très favorable à Joe Biden, Thomas, quand on regarde un peu dans le détail, avec la perspective du dernier débat qui se tiendra ce jeudi à Nashville. Est-ce que les choses peuvent encore changer d'ici le 3 novembre ? La situation pour Donald Trump est quand même très difficile. Je rappelle la toile de fond, c'est que vous avez cette pandémie avec globalement des sondages qui montrent que les Américains sont qui jugent très sévèrement Trump par rapport à la gestion de cette pandémie et donc ce choc sur l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit en effet Joe Biden dans les sondages qui est quand même très largement en tête. Des sondages, en effet, la question c'est est-ce qu'on peut croire les sondages, mais on peut quand même depuis 2016. D'ailleurs, ils avaient vu juste en 2018 pour les élections de mi-mandat. Et autre point, c'est qu'on voit dans les fameux États pivots de la Rust Belt, de la ceinture rouillée, on voit aussi que Joe Biden est quand même en avancée franche. Et puis, dernier point, on a une participation qui s'avère potentiellement historique. On avait vu pendant les élections de mi-mandat en 2018 déjà une très forte participation. Donc, si ça se confirme pour les élections maintenant présidentielles donc cette année, ça irait en défaveur du président Trump, donc potentiellement en faveur de Joe Biden. Ouais. Bon, dernier débat prévu ce jeudi à Nashville entre les deux candidats, le président Trump et son candidat, l'opposant démocrate Joe Biden. Un mot, Thomas, peut-être des interactions aussi entre les économies américaines et chinoises. On a eu les dernières données statistiques en provenance de Chine, le PIB du troisième trimestre et puis les chiffres un peu plus détaillés du mois de septembre, notamment avec une accélération de la production industrielle. Qu'est-ce qu'on peut dire des interactions entre ces deux économies ? Est-ce que le schéma assez classique du stimulus budgétaire américain, stimulus de la demande des ménages américains, est-ce que ça se retrouve toujours autant dans la partie industrielle et manufacturière chinoise ? Alors tout à fait. On sait que déjà le déficit américain a atteint un niveau historiquement élevé. Donc déjà c'est un point, c'est un peu un caillou dans la chaussure de Donald Trump qui avait lui-même dit qu'il fallait réduire ce déficit. Bon là on a un nouveau record historique. Donc on importe massivement aux États-Unis. Alors là ce qui est un peu particulier sur la question évidemment, du timing de la pandémie, c'est que les Américains se sont mis à beaucoup importer, notamment des produits pharmaceutiques et des masques, et également des produits électroniques, puisque évidemment c'est la grande vague du travail à la maison, et donc il faut s'équiper à la maison avec des meubles et de l'électronique, et c'est exactement ce que la Chine produit et exporte. Donc forcément ça a mécaniquement dopé les exportations de la Chine vers les États-Unis. Je pense qu'il faudra faire attention. Voilà, il y aura un effet de base. Il faudra un peu, il faut pas extrapoler de la tendance actuelle. Maintenant, concernant les relations entre les États-Unis et la Chine, en effet, avec Joe Biden, sur le papier et sur la théorie, on devrait avoir une amélioration, ne serait-ce que par le style de Joe Biden, qui est beaucoup plus multilatéraliste que Donald Trump.
beaucoup plus axé sur les grands principes, notamment le droit international, etc. Mais attention, puisque il y a quand même eu une rupture avec Donald Trump concernant cette relation US-Chine, et notamment, on voit qu'il y a un raidissement, notamment dans les sphères géopolitiques, y compris les sphères géopolitiques démocrates, un raidissement par rapport à la question des droits de l'homme en Chine, par rapport à la situation à Hong Kong, par rapport à la potentielle situation avec Taïwan. Donc moi je dis, il est assez probable que les tensions avec la Chine demeurent, y compris sous Joe Biden, même si le style pourrait en effet changer. Bon. On suivra ça effectivement avec attention. Un dernier mot, Thomas. Alors c'est un comptage que vous avez publié sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais que je trouve intéressant. Il n'y a rien de très neuf pour ceux qui suivent l'actualité politique, monétaire et politique budgétaire aux États-Unis. Mais c'est vrai que là, si on prend les comptes de septembre 2019 à septembre 2020, la Fed a acheté pour plus de 2000 milliards de dettes publiques américaines, quand le Trésor américain s'est endetté ou a accru son déficit de plus de 3000 milliards de dollars. C'est ça, Thomas, les comptages que vous avez pu compiler à fin septembre. Tout à fait. Donc la Fed a acheté pour 2300 milliards de dettes, alors que le déficit s'était élevé, donc le déficit supplémentaire de 3100 milliards. Donc évidemment, la plupart du déficit a été finalement acheté de facto par la Réserve fédérale. Et il y a un peu une mission secondaire de la Réserve fédérale qui quand même est là, est bien présente, c'est-à-dire quand même aider au financement de la dette publique américaine, même si sur le papier la Fed, la Réserve fédérale, n'achète pas directement au Trésor, mais elle achète via les banques. Mais voilà, la frontière devient de plus en plus floue. Et d'ailleurs, en effet, la semaine dernière, on a eu des commentaires assez intéressants d'un gouverneur qui s'appelle Randy Quarles, qui dit au final, le marché de la dette aux États-Unis, qui est d'ailleurs, je le rappelle, plus de 20 000 milliards de dollars, donc c'est énorme, il est devenu si gros que finalement la Fed ne pourra pas se retirer de ce marché. Et en effet, on se rend compte que la Fed on est dans un scénario de QE qui s'avère finalement persistant, de QE à l'infinité. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ça devient clair, même parmi les gouverneurs de la Réserve fédérale, qui étaient pour l'instant assez peu enclins à reconnaître explicitement ce QE infini. Voilà, et c'est vrai que les États-Unis sont un peu dans ce mode-là où finalement on est dans la stimulation perpétuelle. Si on regarde d'un point de vue purement macroéconomique, on se rend compte que depuis quelques années, il y a quand même une tendance structurelle de baisse du taux de profit des entreprises. Alors là, je ne parle pas des entreprises de la tech, je parle de toute l'économie américaine, et une structuration une baisse structurelle du taux de profit, mais qu'à chaque fois on met du stimulus, on met des baisses d'impôts en décembre 2007. Plus tard, on a la Fed qui baisse les taux, et maintenant on a des programmes gouvernementaux à cause de la pandémie qui sont finalement quasi stimulants, puisqu'on fait des prêts d'entreprises qui peuvent être transformés en dons, et on fait aussi des allocations chômage qui permettent un boost de la consommation massif. Donc voilà, j'ai envie de dire, on est reparti pour 2 à 3 ans. Sous perfusion, oui, la perfusion continue. Merci beaucoup pour cette démonstration, Thomas Koester, économiste en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone depuis Genève. Il nous reste 1 minute avant de conclure cette édition de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, en direct avec vous, Romain Dobré. On vous retrouve. Tout se passe bien, les cotations sont en train de reprendre. Elles ont repris sur les marchés boursiers opérés par Euronext et les marchés dérivés également. Oui, c'est le cas. C'est reparti. Sur les marchés actions, les marchés dérivés, je n'ai pas vérifié encore, je n'ai pas la confirmation, mais ça a l'air d'être le cas. Voilà, donc l'indicateur. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. La conclusion, c'est qu'après 3 heures d'interruption, il n'y a pas de drame. On repart sur le même ton qu'à l'ouverture ce matin à 9h, donc en hausse de 0,76% sur le futur. Au-dessus du petit niveau technique, on indiquait 4962 points pour l'instant. 4967 exactement en ce moment. Donc ça tient plutôt bien. On constate que prudence sur le secteur du luxe qui est plutôt en bas de la cote pour l'instant. Et c'est le secteur bancaire, enfin c'est pas le secteur bancaire, c'est la Société Générale qui est en tête de l'indice parisien à plus de 2%. Alors que Publicis se comporte pas mal aussi. On sait que Publicis avait publié la semaine dernière. La réaction a été mitigée au moment de sa publication. Et pour l'instant, ça tient pas mal. Donc un marché qui est plutôt à l'équilibre, un peu prudent en l'entame d'une semaine chargée côté micro. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi dans l'édition Smart Bourse de la mi-journée pour le plan de trading. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Il est quasiment 13h, vous êtes sur Bismart. Nous on se retrouve en direct ce soir à 18h30.
C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.